Salut à tous, les amis. On connaît tous l'empereur, le stratège implacable, le conquérant dont l'ombre a couvert l'Europe, le titan de l'histoire dont le nom résonne encore avec la puissance d'un coup de canon. Mais que se passe-t-il quand la légende s'effrite, quand l'homme derrière le mythe est confronté à la solitude la plus absolue, à la déchéance lente d'un exil forcé? Et si, au cœur de cette érosion inexorable, se cachait un secret si intime, si humain, qu'il remettrait en question tout ce que nous pensions savoir de cette figure monumentale? Et si ce secret était découvert par un homme dont la vie a été brisée par les ambitions mêmes de l'empereur? Alors, avant de plonger dans les profondeurs de cette histoire oubliée, prenez un instant pour vous installer confortablement. Si ce genre de récit, qui démêle l'extraordinaire de l'intime et révèle les failles de nos figures emblématiques, vous passionne, un petit pouce bleu et un abonnement seraient une merveilleuse façon de soutenir ces explorations. Votre soutien est la bougie qui éclaire ces histoires. Et pour démarrer cette immersion, j'aimerais savoir, quel est l'objet le plus ancien que vous possédez et qui a une signification particulière pour vous? Un héritage de famille, un souvenir de voyage, une relique personnelle. Partagez-le en commentaire, j'adorerais vous lire. Maintenant, éteignez les lumières, mettez vos écouteurs et laissez-vous transporter. Le vent. C'était le vent, inlassable, qui jouait la partition funèbre et constante de l'île. Son hurlement plaintif était le compagnon perpétuel de Sainte-Hélène, un chant de deuil incessant qui tourbillonnait autour de Longwood House, s'infiltrait par chaque interstice, faisant vibrer les fenêtres à petits carreaux de plomb d'une vibration mélancolique. Ce son, profond et perçant, imprégnait les os d'Antoine Dubois, s'y nichant avec une persistance qui lui glaçait l'âme. Nous étions en octobre 1819, et l'humidité oppressante de Sainte-Hélène s'accrochait à tout, au tissu usé de l'uniforme simple de valet d'Antoine, à l'âme du bois pourrissant du manoir, à l'air même qu'il respirait, lourd du parfum âcre de la moisissure et de la terre saturée de sel marin. Antoine, un homme de 38 ans, se déplaçait avec une efficacité routinière, presque mécanique, à travers les quartiers des domestiques, faiblement éclairés et si mal entretenus. Son visage, treusé de rides qui trahissaient un âge bien plus avancé que le sien, était un masque de résignation silencieuse, une toile sur laquelle les années d'exil et de servitude avaient peint leur triste chef-d'œuvre. Il marqua une pause près d'une fenêtre fissurée, son regard irrésistiblement attiré par l'étendue grisâtre et turbulente de l'Atlantique, dont les vagues, rythmiques et tonitruantes, venaient s'écraser contre les falaises formidables de l'île. Le fracas assourdissant de l'océan était la bande-son omniprésente de son isolement, une symphonie brutale et sans fin. Instinctivement, il passa une main sur la surface lisse et froide de la longue-vue en laiton, posée sur une étagère à proximité. Un instrument qu'il utilisait parfois pour balayer l'horizon, à la recherche d'un navire qui n'apportait jamais de réconfort, seulement le renouvellement de l'attente et du désespoir. Ses pensées étaient un refrain familier, mélancolique et lancinant. Que fais-je ici? Quel est le but de cette cage dorée, de cette lente et agonisante décrépitude? Astérisque, le souvenir de son jeune frère, Louis, traversa son esprit, non invité et d'une netteté douloureuse. Le visage innocent et enthousiaste de Louis, rayonnant d'une admiration juvénile, alors que le grand carrosse de Napoléon traversait leur village. Cette image de pureté et d'innocence était brutalement juxtaposée au tableau récurrent et boueux de Waterloo, le champ de bataille où Louis, à peine un homme, avait trouvé sa fin. Un chagrin profond et silencieux, une rancœur complexe envers Napoléon, remuait en Antoine, une douleur profonde et irrésolue que cette île désolée semblait amplifier, transformant chaque rafale de vent en un écho de sa propre perte. Il soupira, le son se perdant dans le hurlement du vent, et se tourna vers ses devoirs, le poids de sa propre existence aussi lourd que la roche volcanique sous ses pieds. Une roche qui semblait absorber toute lumière, toute joie. Acte 1. La gloire fanée et une lueur du passé. Le matin, la brume, épaisse et tenace, commençait à peine à se retirer, remplacée par une humidité glaçante qui s'infiltrait dans les moindres recoins de Longwood House. Antoine préparait le petit déjeuner du général Bertrand,
le tintement délicat de la porcelaine et le léger froissement du lin étant les seuls sons dans l'immense et silencieuse cuisine. Ses gestes étaient précis, presque mécaniques, le reflet d'années de service ininterrompu, chaque mouvement une chorégraphie apprise par cœur. Il pensait à l'empereur, sans doute encore cloîtré dans ses appartements, sa vitalité légendaire s'érodant lentement sous l'assaut incessant de l'île, comme une statue de sel soumise aux marées. Antoine ressentait un tourbillon complexe d'émotions. Une admiration persistante, presque mythique, pour l'architecte de la gloire de la France, une figure qu'il avait jadis vénérée de loin, et qui était désormais réduite à un homme malade, isolé, une ombre de lui-même. Mais à cela se mêlait la douleur brute et personnelle du sacrifice de son frère, un sacrifice qu'il attribuait à cette même ambition démesurée. Il versait le café, l'arôme riche et capiteux, offrant un réconfort fugace, une parenthèse sensorielle dans la morosité ambiante. Il se demandait si l'empereur considérait jamais les innombrables louis qui avaient payé le prix ultime pour ses visions grandioses. La pensée lui laissait un goût amer dans la bouche, éclipsant la chaleur réconfortante du café, comme une goutte de poison dans un breuvage exquis. La rancœur était une blessure ouverte, et chaque matin, elle saignait un peu plus. Plus tard dans la matinée, le général Bertrand convoqua Antoine. Bertrand, un homme dont la loyauté envers Napoléon était inébranlable, semblait lui-même épuisé, ses épaules voûtées sous le poids d'une fatigue accumulée. « Antoine » commença-t-il, sa voix basse, empreinte de résignation. « Monsieur Marchand est indisposé, une légère fièvre. Le cabinet de l'empereur, il a été négligé. Il permet rarement à quiconque de toucher à ses papiers, mais l'humidité est partout. Il faut un rangement minutieux, mais discret. Un léger dépoussiérage, peut-être, et assurez-vous qu'aucune humidité ne s'est infiltrée dans ces atlas. Vous êtes digne de confiance, Antoine. Occupez-vous-en. » Il fit un geste vague vers le cabinet, une pièce habituellement réservée à Napoléon lui-même, ou à ses aides les plus fiables. Antoine hocha la tête, un éclair de surprise dans ses yeux. C'était une tâche inhabituelle, une rare incursion dans le sanctuaire personnel de l'empereur. Il ressentit une légère piqûre d'anticipation nerveuse, un sentiment d'intrusion qui le mettait mal à l'aise. « Discrètement », se répéta-t-il, le mot résonnant dans le couloir silencieux, lourd de sens. Il connaissait le tempérament volatile de l'empereur, sa possessivité farouche envers ses effets personnels, une possessivité qui pouvait se transformer en fureur si l'on osait franchir les lignes invisibles qu'il traçait. La prudence était de mise, la vigilance absolue. Antoine poussa la lourde porte de chêne, qui gémit doucement sous l'effort, donnant accès au cabinet de Napoléon. L'odeur omniprésente de la moisissure et de l'air vicié assaillit immédiatement ses sens, se mêlant à l'arôme sec et subtil du parchemin vieillissant et de l'encre passée. Des nuages de poussière dansaient dans les minces rayons de lumière anémique qui luttaient pour pénétrer à travers les vitres sales des fenêtres à carreaux de plomb, éclairant la pénombre perpétuelle de la pièce. Le silence à l'intérieur était profond, presque palpable, brisé seulement par le hurlement lointain et lugubre du vent, qui semblait pleurer les gloires passées. C'était une pièce figée dans le temps, un dépôt d'un empire en voie de disparition, où chaque objet semblait retenir son souffle. Des tapis usés jusqu'à la corde, des meubles clairsemés et décolorés, et des piles de livres et de papiers remplissaient l'espace, chacun portant les stigmates du temps et de la négligence. Antoine fit un pas hésitant à l'intérieur, ses bottes usées émettant un léger frottement sur le tapis élimé, un rappel constant et irritant de la décadence progressive de la maison. Il commença sa tâche avec méthode, époussetant avec précaution le bureau en acajou, réarrangeant les cartes éparpillées. Ses doigts effleurèrent des fragments de roches volcaniques, rugueux et froids, que Napoléon ramassait parfois lors de ses promenades solitaires, des témoins muets de son enfermement. Son esprit s'emballait. Quel secret cette pièce recèle-t-elle? Quelles pensées emplissent l'esprit de l'empereur lorsqu'il est assis ici, seul, dans cet endroit désolé, si loin de tout ce qu'il a connu? La pièce semblait respirer une histoire, une mélancolie qui n'appartenait qu'à elle. Antoine se dirigea vers l'imposante bibliothèque, garnie de volumes reliés en cuir. Ses instructions étaient claires.
vérifiait les atlas pour s'assurer qu'aucune humidité ne s'y était infiltrée. Il sélectionna un atlas particulièrement épais, ancien, relié de cuir, dont le dos était craquelé et usé par les manipulations répétées. Il semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Alors qu'il le tirait délicatement de l'étagère, un petit médaillon d'argent terni glissa silencieusement d'entre ses pages, tombant sans un bruit sur le tapis usé. La respiration d'Antoine se bloqua dans sa gorge. Il fixe le médaillon, puis les pages ouvertes de l'Atlas, qui montraient une carte de la région du Rhin, un endroit si lointain de cette île solitaire. Le médaillon était discret, sans aucun emblème impérial, dénué de la grandeur opulente associée à Napoléon. Son cœur commença à battre la chamade, un tambour frénétique contre ses côtes. Il jeta un coup d'œil autour de lui, une peur primaire d'être découvert s'emparant de lui, bien qu'il fût entièrement seul dans la pièce. Il s'agenouilla, ses doigts tremblant légèrement, alors qu'il ramassait le métal froid et lisse. Il l'ouvrit. À l'intérieur, nichés l'un en face de l'autre, se trouvaient deux petits objets délicats. Un portrait miniature délavé d'une jeune femme inconnue, aux traits doux et délicats, manifestement ni Joséphine, ni Marie-Louise, et une minuscule brindille séchée d'une fleur sauvage européenne commune, dont les pétales conservaient encore une trace de leur couleur d'origine. Un violet fané, presque imperceptible. Un choc profond traversa Antoine. Cette découverte discrète fissurait subtilement l'image publique monolithique de l'empereur, allumant en lui une curiosité profonde et inattendue. Il ne voyait plus le conquérant, mais un homme avec un passé caché, intime, humain. Antoine referma rapidement le médaillon, l'esprit en ébullition. Il le glissa dans la paume de sa main, le métal frais contrastant fortement avec sa peau soudainement moite. Il jeta un nouveau coup d'œil au cabinet silencieux, ses sens aiguisés, sa paranoïa grandissante. Il replaça soigneusement l'atlas sur l'étagère, s'assurant que sa position était exactement celle qu'il avait trouvée. Le médaillon, un petit objet sans prétention, lui semblait d'un poids insupportable dans sa poche, un fardeau secret. Il termina son rangement dans un flou, ses mouvements moins précis, son attention fragmentée, le cœur toujours battant la chamade. Il quitta le cabinet, la lourde porte se refermant derrière lui avec un léger bruit sourd, scellant la découverte à l'intérieur, comme un tombeau de secrets. Dans la sécurité relative des quartiers des domestiques, il se retira dans sa petite chambre spartiate. Il sortit le médaillon, le tenant à la lumière vacillante d'une bougie, examinant le portrait fané et la fragile brindille de fleurs sauvages. Il traça les traits de la femme, une question silencieuse se formant sur ses lèvres, une interrogation muette qui brûlait son âme. Qui êtes-vous? Et que signifie-t-elle pour lui, l'empereur? Le médaillon représentait une intimité cachée, une histoire personnelle complètement en désaccord avec la personnalité publique de l'empereur, la figure grandiose et glorieuse responsable de la mort de son frère. Ce petit objet l'avait forcé à regarder au-delà de la légende, dans un passé plus intime, plus vulnérable et profondément humain, compliquant son ressentiment soigneusement construit, le mêlant à une nouvelle forme de perplexité. Acte 2. Murmure d'un passé, écho de chagrin. Les jours se transformèrent en semaines. Le médaillon restait caché dans la petite malle en bois d'Antoine, une présence constante dans ses pensées, un poids invisible mais omniprésent. Il se retrouva à observer Napoléon avec des yeux nouveaux, plus aiguisés, cherchant des indices. Pendant ses tâches, lorsqu'il apercevait l'empereur, voûté, pâle, souvent perdu dans ses pensées, le regard vide, Antoine cherchait un indice de l'homme derrière le médaillon, une fissure dans l'armure de sa légende. Il ne voyait que le déclin, la désolation croissante, la maladie rongeant lentement son hôte, laissant une coquille vide de sa gloire passée. Il écoutait attentivement les conversations feutrées entre les autres membres du personnel. Marchand, le général Bertrand, le docteur Antomarchi. Pour toute mention d'un amour passé, d'une affaire oubliée, mais n'entendait que des discussions sur les batailles, la politique et la santé détériorée de l'empereur. Le sentiment d'aliénation s'intensifiait pour Antoine. Il portait ce secret seul, comme une brique invisible dans son estomac. Son conflit intérieur s'approfondissait. L'admiration persistante pour l'empereur, l'architecte de la gloire de la France,
luttait désormais avec la douleur brute et personnelle du sacrifice de son frère, et cette nouvelle image troublante de Napoléon comme un homme capable d'affection tendre et privée. Était-il vraiment juste un monstre d'ambition, ou y avait-il plus? Un homme qui pleurait, peut-être, ses propres amours perdus, tout comme je pleure Louis. La pensée était dérangeante, presque sacrilège pour son amertume de longue date, une trahison de sa propre souffrance, et pourtant, elle s'insinuait avec une force irrésistible. Un soir, Antoine fut chargé de livrer un message au cabinet de Napoléon. Il trouva l'empereur assis à son bureau, non pas penché sur des cartes, mais fixant d'un œil vide la lueur vacillante d'une bougie. Un verre de vin à moitié vide posé à côté de lui. Sa posture était affaissée, son regard célèbre distant, presque vulnérable, comme si le poids du monde s'était enfin posé sur ses épaules. Pendant un instant fugace, Antoine ne vit pas l'empereur, mais un vieil homme solitaire, piégé et oublié, dont la grandeur n'était plus qu'un écho lointain. La vue piqua quelque chose en Antoine, une pointe d'empathie inattendue, une brèche dans le mur de sa rancœur. Il livra le message, sa voix plus douce que d'habitude, presque un murmure. Napoléon se contenta d'un signe de tête, un mouvement à peine perceptible, perdu dans son propre abîme. Alors qu'Antoine se retirait, il aperçut une seule larme non versée scintillant dans l'œil de l'empereur, avant que Napoléon ne se détourne rapidement, comme s'il avait été pris en flagrant délit d'humanité. L'image de son frère, Louis, traversa de nouveau l'esprit d'Antoine, son visage innocent, rayonnant d'une admiration juvénile, contrastant fortement avec l'image boueuse et ensanglantée de Waterloo. Il se souvint de la dernière lettre de Louis, pleine de bravade juvénile et de loyauté inébranlable envers l'empereur, une loyauté qui lui avait coûté la vie. Antoine se demanda si Napoléon, dans sa solitude, versait jamais une larme pour les innombrables Louis qui étaient morts pour son ambition. L'image de la femme inconnue dans le médaillon prenait désormais une nouvelle signification, suggérant une capacité de chagrin privé au-delà des grandes tragédies publiques. Une profondeur émotionnelle insoupçonnée. Antoine commença à passer ses rares moments de liberté dans la petite bibliothèque improvisée de Longwood House, une collection poussiéreuse de livres concernant principalement l'histoire militaire ou des textes classiques. Il cherchait subrepticement tout conte historique ou mémoire qui pourrait éclairer la jeunesse de l'empereur, recherchant spécifiquement des noms ou des lieux qui pourraient se connecter à la femme du médaillon ou à la fleur sauvage. L'odeur lourde de terre humide et d'air salin, mêlée à l'arôme savant du vieux parchemin, emplissait la petite pièce, créant une atmosphère d'érudition et de décrépitude. Il lisait tard dans les nuits silencieuses et vigilantes, à la faible lumière vacillante d'une bougie, ses yeux s'épuisant sur les textes jaunis. Il trouva des références obliques à des attachements de jeunesse, à un premier amour avant Joséphine, mais aucun nom concret, aucune histoire définitive. Le secret entourant la vie personnelle de Napoléon était formidable, une forteresse imprenable. Le vent hurlait dehors, son son lugubre un rappel constant de l'emprise oppressante de l'île. Une voix qui lui murmurait sa propre solitude. Il toucha le tissu usé et râpé de son propre uniforme simple. Un rappel constant de ses circonstances réduites et du fossé infranchissable entre sa vie et celle de l'empereur. Le médaillon devint le symbole de cette vérité insaisissable, un phare dans la pénombre oppressante, le poussant à comprendre, à percer le mystère. Un après-midi, alors qu'Antoine examinait discrètement de vieilles cartes dans le cabinet, espérant trouver une connexion régionale avec la fleur sauvage, le général Bertrand entra de manière inattendue. Antoine se figea, le petit médaillon toujours bien rangé dans la poche de son gilet, le cœur suspendu à un fil. Bertrand, préoccupé par ses propres pensées, remarqua à peine Antoine, se contentant de récupérer un document sur le bureau. « Toujours en train de ranger, Antoine ?» demanda-t-il, sa voix désinvolte, presque machinale. « Bien, l'empereur est agité aujourd'hui. » Antoine marmonna une réponse, son cœur tambourinant dans sa poitrine, chaque battement une alarme. Cette échappée belle le laissa secouer. Il réalisa l'immense risque qu'il prenait, les conséquences potentielles si son enquête clandestine était découverte. Les gardes britanniques, un rappel constant et suffocant de leur captivité, étaient omniprésents, leur vigilance s'étendant à tout le personnel de la maisonnée.
Il devait être plus prudent, ses actions plus subtiles, invisibles. Il retourna dans sa chambre, la texture rugueuse et abrasive de la roche volcanique qu'il touchait occasionnellement lors de ses promenades solitaires, lui semblant désormais une métaphore des arêtes vives de son propre secret, une vérité dangereuse qu'il portait en lui. Acte 3. Le dévoilement d'un cœur, le poids de l'humanité. Les semaines s'étirèrent, lourdes et monotones. La santé de Napoléon continuait son lent et inexorable déclin, une flamme vacillante sous le vent. L'enquête silencieuse d'Antoine ne donnait que peu de résultats, des impasses frustrantes qui augmentaient son sentiment d'échec. Une soirée humide et brumeuse, alors qu'il servait le dîner, Antoine surprit une conversation chuchotée entre le docteur Antomarchi et le général Bertrand. Le docteur Antomarchi déplorait la mélancolie croissante de l'empereur, l'attribuant en partie à son isolement, mais mentionnant aussi, de manière vague, des regrets, peut-être, de nature personnelle, une occasion perdue, un attachement de jeunesse, avant que la grande scène ne l'appelle. Bertrand hocha la tête tristement, ajoutant « Il parlait parfois d'un temps avant la gloire, avant l'Empire, quand la vie était plus simple. Une jeune femme, de Corse, je crois, ou peut-être du continent. Je ne l'ai jamais pressé sur les détails. Il gardait ce souvenir précieusement. La main d'Antoine, tenant un plat de service, trembla presque imperceptiblement, un frisson parcourant son échine. Corse, ou le continent. Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter dans son esprit. La fleur sauvage, commune en Europe, le visage juvénile, le médaillon caché. Tout cela pointait vers un passé antérieur à son ascension impériale. Ce n'était pas un grand secret politique, mais un secret profondément personnel, un témoignage d'un chagrin privé, un cœur battant sous l'armure du conquérant. Armé de cette nouvelle information, bien que vague, Antoine retourna aux Atlas dans le cabinet de Napoléon lors de sa prochaine rotation de nettoyage. Il se concentre sur les cartes de la Corse et du continent français, spécifiquement les régions que Napoléon avait fréquentées dans sa jeunesse. Il remarqua une carte particulière, bien usée, d'Ajaccio, en Corse, et de sa campagne environnante, nichée profondément dans l'Atlas où il avait trouvé le médaillon. Il passe son doigt le long d'une petite tache d'encre presque invisible près d'un minuscule village sans nom. Puis il sortit le médaillon, examinant attentivement la fleur sauvage séchée. Il la reconnut maintenant, de son propre village d'enfance. Une délicate fleur de lis, un symbole commun mais aimé, souvent associé à l'innocence et à la pureté. Il recoupa avec la flore connue de la Corse. La fleur de lis y était effectivement commune. Il étudia de nouveau le portrait miniature, un sentiment de connexion profonde commençant à se former en lui. Il se souvint d'une inscription fanée, presque illisible, au dos du médaillon, sur laquelle il ne s'était pas concentré auparavant. Il plissa les yeux dans la faible lumière. Il distingua une seule initiale, élégamment gravée, E, et en dessous une date pâle, 1788. Héloïse. Un nom, un visage, un temps avant la grande scène. Le poids de cette révélation était immense, une onde de choc qui ébranla ses certitudes. Il ressentit un étrange mélange de chagrin et de compréhension. Comme si, à travers ce petit objet, il touchait l'âme même de l'empereur. La découverte du nom d'Héloïse et le contexte du médaillon modifièrent profondément la perception d'Antoine. Il voyait Napoléon non plus seulement comme l'empereur, l'architecte de la mort de son frère, mais comme un homme qui avait jadis aimé, qui avait eu une vie simple, qui portait un souvenir privé et tendre à travers une vie d'ambition monumentale et de défaites écrasantes. Le médaillon était un lien tangible avec un Napoléon différent, plus vulnérable. Un homme qui, comme Antoine, avait connu la perte et le désir, la déchirure de l'absence. Le contraste entre la grandeur fanée du passé de l'empereur et la misère de son confinement actuel devenait encore plus palpable, plus cruel. L'humidité persistante qui s'infiltrait partout, le vent constant et bruyant, la faible odeur de bois pourrissant et de moisissure, tout cela semblait désormais souligner non seulement l'emprisonnement physique de Napoléon, mais l'érosion lente et inévitable de sa propre humanité sous le poids écrasant de sa légende. Le monologue intérieur d'Antoine était un torrent d'émotions contradictoires. Il apportait cela,
toutes ces années, à travers Austerlitz, à travers Moscou, à travers Waterloo. Une petite fleur fragile, un visage oublié, un témoignage silencieux d'un cœur qui battait autrefois pour autre chose que l'Empire. Son ressentiment, bien que toujours présent, était maintenant teinté d'une compréhension profonde et silencieuse, d'une humanité partagée face à la perte universelle, comme si les larmes de l'empereur pour Héloïse se mêlaient aux siennes pour Louis. Antoine se retrouva de nouveau dans le cabinet de Napoléon, accomplissant ses devoirs. L'empereur était présent, assis à son bureau, sa respiration peu profonde, son visage émacié. Il leva les yeux en voyant Antoine entrer, ses yeux autrefois si impérieux, maintenant assombris par la fatigue et la douleur. « Antoine » murmura-t-il d'une voix faible et éraillée. « Le vent, il ne s'arrête jamais, n'est-ce pas ?» Antoine hocha la tête, la gorge serrée, le poids du médaillon chaud dans sa poche. Une envie presque irrésistible de parler le saisit, de révéler sa découverte, de partager cette connexion inattendue. Il voulait poser des questions sur Héloïse, reconnaître cette partie cachée de l'empereur, lui offrir un instant de réconfort, un partage de son fardeau. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il regarda l'homme malade, l'ombre de son ancien moi, et comprit que certains secrets étaient destinés à être portés en silence, des confidences muettes dont la révélation gâcherait la pureté. Peut-être à sa manière, Napoléon avait déjà tout confessé en gardant le médaillon caché entre les pages d'un atlas, un testament silencieux à une vie non entièrement révélée. Antoine se contenta de dire « Non, Votre Majesté, c'est le chant de l'île ». Il y eut un moment de compréhension partagée, inexprimé, un silence profond qui transcendait les mots, un fil ténu reliant deux âmes solitaires. Antoine ressentit un sentiment de clôture tranquille, non pas de pardon pour Waterloo, mais d'une compréhension nuancée de l'homme qui en avait été la cause et la victime. La fleur exotique fanée qu'il avait vue, un fuchsia de Sainte-Hélène, luttant pour s'épanouir plus tôt dans la journée, dans l'environnement rude et balayé par le vent, symbolisait désormais une beauté fragile, une vie tenace, et l'espoir persistant mais évanescent de l'exilé, un miroir à la fleur d'Héloïse et à la vie déclinante de Napoléon. Les jours qui suivirent s'étirèrent, lents et lourds, marqués par une dégradation implacable et rapide de la santé de Napoléon. Chaque aube apportait avec elle une nouvelle couche de faiblesse, chaque crépuscule, une ombre plus profonde sur le visage de l'empereur. La maison de Longwood, habituellement animée par le murmure des ordres et le cliquetis discret du service, était devenue un sanctuaire de silence tendu, un lieu où chaque respiration, chaque soupir, était amplifié par l'attente palpable d'une perte imminente. L'air lui-même semblait plus dense, imprégné d'une solennité funèbre, d'une résignation amère que même la volonté la plus indomptable ne pouvait plus repousser. Le docteur Antomarchi, un homme dont l'énergie semblait jusqu'alors inépuisable, se mouvait désormais avec une urgence frénétique, une agitation fébrile, masquant mal une angoisse grandissante. Ses yeux étaient cernés de fatigue, ses gestes empreints d'une précipitation presque désespérée, alors qu'il s'affairait autour du lit impérial. Il tâtait le pouls de l'empereur, à intervalles de plus en plus rapprochés, son front se plissant de concentration et d'une peine contenue. Il murmura des diagnostics en latin, des formules qu'il avait apprises sur les bancs de l'université, mais qui sonnaient désormais comme des incantations vaines, des tentatives désespérées de conjurer l'inévitable. Chaque nouvelle concoction, chaque tisane amère, chaque cataplasme appliqué avec une précision maniaque était une flèche lancée contre un destin déjà scellé, et son échec silencieux ajoutait une ligne de plus à la carte de son propre désespoir. Il raclait ses fioles avec une énergie renouvelée, les agitant, les reniflant, ses mouvements saccadés trahissant la panique grandissante qui le rongeait. Il parlait à voix basse avec le jeune Omira, leur visage grave, leurs regards se croisant avec une compréhension muette de la gravité de la situation, de l'impuissance de la science face à la nature. La sueur perlait sur son front, malgré la fraîcheur des pièces, une marque de son effort continu et de sa lutte intérieure. Le son de ses pas rapides sur le plancher, le léger frôlement de ses instruments, étaient les seuls échos de vie active dans le couloir de la mort. Le général Bertrand, quant à lui, était un portrait vivant d'une douleur profonde,
d'un chagrin silencieux qui le rongeait de l'intérieur. Ses épaules semblaient s'être alourdies sous le poids d'un deuil anticipé. Sa posture habituellement droite s'était affaissée. Il s'asseyait souvent dans le salon, adjacent à la chambre de l'empereur, les yeux fixés sur un point invisible, les mains jointes, les jointures blanchies par la tension. Parfois, une larme solitaire traçait un sillon sur sa joue, une trahison humide de l'émotion qu'il s'efforçait de cacher, un témoignage éloquent de l'affection et de la loyauté indéfectible qu'il portait à son souverain. Il se levait pour aller s'enquérir auprès du docteur, sa voix un murmure rauque, puis revenait s'asseoir, son regard lourd de souvenirs et de la conscience poignante de la fin d'une ère. Il se remémorait les campagnes, les victoires éclatantes, les conversations nocturnes sous les étoiles, les rires partagés, la puissance et la gloire, tout cela qui s'effilochait maintenant dans la maladie et l'exil. Sa fidélité inébranlable était une ancre dans cette tempête d'incertitude. Mais même l'encre pouvait sentir le glissement vers l'abîme. Antoine, dans ce tableau de déclin, accomplissait ses tâches quotidiennes avec un cœur lourd, chaque mouvement empreint d'une gravité nouvelle. Le médaillon qu'il portait dans sa poche était devenu une présence constante, presque sacrée. Son poids familier contre sa cuisse, le métal froid et lisse, était un rappel silencieux de la vie qu'il avait perdue, de celle qu'il avait découverte, et du fragile équilibre entre les deux. Il le touchait parfois du bout des doigts, un geste discret, un réflexe inconscient, comme pour s'assurer qu'il était toujours là, un lien tangible avec Héloïse, avec Louis, et étrangement, avec l'empereur lui-même. Il brossait les uniformes, polissait les bottes, préparait les repas, ses gestes mécaniques contrastant avec le tumulte de ses pensées. Il pensait à la simplicité de la vie d'Héloïse, à la violence de la mort de Louis, et à la complexité déconcertante de l'homme qu'il servait et qu'il apprenait désormais à comprendre. Chaque pli de tissu qu'il lissait, chaque ustensile qu'il disposait, était imprégné d'une mélancolie douce amère. Le temps extérieur, comme pour refléter l'agonie qui se jouait à l'intérieur, était devenu le miroir d'une humeur sombre et implacable. D'épais brouillards roulaient de la mer, des masses opalescentes et humides qui enveloppaient Longwood House dans un linceul cotonneux, estompant les contours familiers du paysage, transformant les collines en fantômes et les arbres en silhouettes indistinctes. Leurs volutes froides s'infiltraient par les moindres interstices, laissant sur les vitres une pellicule d'humidité qui reflétait la lumière blafarde des jours. Puis venaient des averses soudaines et violentes, des cataractes d'eau qui martelaient le toit en tôle et les carreaux des fenêtres avec une fureur ininterrompue. Le bruit de la pluie était si intense qu'il couvrait parfois le moindre son de la maison. Une symphonie aquatique qui résonnait comme un chant funèbre, un pleur incessant du ciel. Le vent, lui, était un compagnon omniprésent de cette désolation. Un hurlement plaintif et implacable qui s'engouffrait dans les cheminées, s'insinuait sous les portes, faisant gémir les charpentes de bois et frissonner les arbustes rabougris. Il portait avec lui le parfum âpre et salin de l'océan, un rappel constant de l'isolement de l'île, de la prison naturelle qui tenait l'empereur captif jusqu'à son dernier souffle. Ce vent, tantôt une plainte basse, tantôt une rafale furieuse, semblait exprimer la colère et la tristesse de la nature elle-même face à l'imminence de la mort d'un géant. Les jours s'écoulaient dans cette atmosphère d'humidité, de froid et de prémonition. Chaque goutte de pluie, chaque souffle de vent, tissant une toile sonore de deuil anticipé. Le 5 mai 1821, le ciel de Sainte-Hélène sembla se déchirer en 1000 morceaux. Une tempête d'une violence inouïe s'abattit sur l'île, comme si les éléments eux-mêmes avaient choisi ce moment précis pour déchaîner leur fureur, une symphonie cosmique pour accompagner le départ d'une âme hors du commun. Le vent hurlait comme un loup affamé, se tordant autour de Longwood House, ébranlant ses fondations, faisant vibrer chaque vitre avec une intensité terrifiante. Les rafales étaient si puissantes qu'elles arrachaient des branches entières aux arbres squelettiques, les projetant avec fracas contre les murs de pierre. La pluie tombait en rideaux impénétrables, des cataractes d'eau glaciale et salée qui fouettaient les fenêtres, ruisselant le long des gouttières débordantes, transformant les chemins de terre en rivières boueuses. Le tonnerre grondait sans relâche, un roulement profond et caverneux qui secouait la terre, et les éclairs zébraient le ciel d'une lumière blafarde et irréelle,
illuminant par intermittence la scène apocalyptique qui se jouait à l'extérieur. À l'intérieur de la maison, Antoine n'était pas dans la chambre de l'empereur. Il se tenait dans le couloir adjacent, son oreille tendue, son corps raidi par l'anticipation. Le vacarme de la tempête était assourdissant, mais à travers le rugissement du vent et le martèlement de la pluie, il percevait d'autres sons, plus subtils, plus déchirants. Il y eut d'abord les chuchotements pressants des médecins, les murmures de Bertrand, puis les gémissements étouffés, des sanglots contenus qui s'élevaient au-dessus du fracas des éléments. Il reconnut la voix de Madame Bertrand, empreinte d'une douleur insoutenable. Un cri plus aigu, celui d'une femme, peut-être. Puis soudain, dans un interstice du hurlement du vent, un silence brutal, abrupt, qui tomba sur la pièce comme une chape de plomb. Ce fut un silence si lourd, si profond, qu'il fut plus assourdissant que la tempête elle-même. Un silence qui ne laissait aucune place au doute. L'empereur avait rendu son dernier souffle. Un frisson glacial parcourut Antoine. Il se détourna du couloir, attiré irrésistiblement vers la fenêtre la plus proche. Ses yeux se posèrent sur la vitre, embués par l'humidité et striés de gouttes de pluie qui dégoulinent en cascades incessantes. Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais pour lui, le vacarme n'était plus le même. Le vent, qui quelques instants plus tôt était une force aveugle et destructrice, semblait désormais entonner une complainte furieuse, un lament déchirant pour l'âme qui venait de s'envoler. Les éclairs, au lieu de simples flashs, semblaient pleurer des larmes de feu dans le ciel obscur. Il pose sa main sur le cadre de la fenêtre, sentant le bois froid et humide sous ses doigts. Ses pensées, comme les vagues de l'océan, se précipitèrent, submergeant son esprit. Il pensa à Louis, son frère, la dernière image qu'il avait de lui, le sourire insouciant, le regard plein de promesses, puis le corps inerte sur le champ de bataille, la fleur rouge écrasée. La douleur était toujours là, une cicatrice profonde, mais elle n'était plus la blessure ouverte et brûlante qu'elle avait été. Puis il pensa à Héloïse, son visage doux, ses yeux emplis d'une bonté infinie, la promesse d'une vie qui n'avait jamais pu être, son parfum de chèvrefeuille et de terre mouillée. La fleur séchée dans le médaillon, si fragile, si précieuse, résonnait avec la fleur de Sainte-Hélène qu'il avait vue, une beauté éphémère et tenace. Et enfin, il pensa à l'homme qui venait de mourir, Napoléon Bonaparte. Le légendaire conquérant, l'architecte d'empire, le stratège de génie, mais aussi l'homme solitaire qu'il avait côtoyé ces derniers mois, le prisonnier mélancolique, le père aimant évoquant son fils, le vieil homme fatigué comptant ses souvenirs avec une certaine vulnérabilité. Un homme de contradiction, à la fois héros et bourreau, une figure complexe dont la grandeur avait été inextricablement liée à la souffrance de millions, y compris celle de son propre frère. L'empereur était mort, l'aigle était tombé, et avec lui, une partie du propre passé d'Antoine, son propre conflit non résolu, trouvait une étrange, douce amère résolution. Le ressentiment tenace qui l'avait rongé s'était mué en une compréhension nuancée, une acceptation que la vie, dans toute sa grandeur et sa misère, était une toile complexe où les fils du destin se mêlaient de manière imprévisible. Il n'y avait pas de coupable unique, seulement une série d'événements, de choix, de sacrifices. Le grondement de la tempête commença à s'apaiser, comme si la nature elle-même avait enfin épuisé sa fureur, laissant place à un silence lourd de sens, un silence qui portait en lui le poids de l'histoire et l'écho de la fin d'une ère. Antoine se sentit étrangement léger, comme si une charge qu'il avait portée sans le savoir venait de lui être ôtée. Les jours qui suivirent la mort de Napoléon furent un tourbillon chaotique, une période de frénésie et de désordre qui contrastait étrangement avec le silence solennel qui avait précédé. La maison de Longwood, autrefois un lieu de confinement et d'attente, se transforma en un centre d'activité intense et parfois macabre. Des fonctionnaires britanniques arrivèrent en nombre, leurs visages graves et leurs uniformes impeccables, apportant une touche d'austérité bureaucratique à la douleur privée. Ils étaient là pour s'assurer que toutes les procédures officielles étaient respectées, pour inventorier chaque objet, chaque document, chaque souvenir du défunt empereur. Leurs voix basses résonnaient dans les couloirs, leurs pas pressés marquant le rythme d'une nouvelle ère. Les préparatifs de l'inhumation commencèrent presque immédiatement.
avec une efficacité qui semblait parfois indifférente à la tragédie humaine. Antoine, comme les autres membres du personnel, fut sollicité pour des tâches variées, allant de la mise en ordre des effets personnels de l'empereur à l'assistance logistique pour les différentes délégations. Il se mouvait au milieu de cette agitation avec un détachement apparent, son esprit absorbé par un besoin impérieux de clore un chapitre, non seulement pour Napoléon, mais pour lui-même. Un après-midi, alors que le soleil perçait timidement à travers les nuages, jetant une lumière pâle sur les intérieurs sombres, Antoine trouva une excuse pour retourner au bureau de l'empereur. Il prétendit devoir aider à l'inventaire des effets personnels, une tâche qui lui offrait le prétexte parfait pour un adieu privé. Le bruit des voix et des pas s'estompait derrière lui à mesure qu'il s'enfonçait dans les profondeurs de la maison, le silence revenant par vagues, lourd et respectueux. La pièce était désormais nue, dépouillée de la présence imposante de son ancien occupant. Le fauteuil où Napoléon avait si souvent médité, les mains croisées sur le ventre, était vide, son dossier de cuir sombre reflétant la lumière tamisée. La table de travail était dégagée, ne portant plus que les traces fantomatiques d'encriers et de parchemins. Pourtant, malgré le vide, la pièce était imprégnée d'un sens persistant de l'histoire, d'une aura indéfinissable qui témoignait des pensées, des rêves et des tourments qui y avaient été abrités. L'air y était plus froid, plus stagnant, porteur d'une odeur résiduelle de tabac à priser, de cire à cacheter, et de ce parfum particulier, mélange de lavande et de poudre, que l'empereur affectionnait. Antoine ferma les yeux un instant, inspirant profondément, comme pour absorber une dernière fois l'essence du lieu. Il se dirigea vers l'étagère où reposaient les atlas. Ses doigts glissèrent sur le dos rugueux des volumes reliés de cuir, le long des tranches dorées et usées par le temps. Il trouva l'atlas qu'il cherchait, celui qu'il avait vu si souvent entre les mains de l'empereur. La couverture était épaisse, le cuir patiné, et un léger parfum de papiers anciens s'en dégageait. Il le retira délicatement de sa place, le soulevant avec une précaution quasi religieuse. Ouvrant le livre, il sentit sous ses doigts la légère indentation laissée par le médaillon, un creux subtil dans le papier épais, comme une empreinte fantôme d'un secret longtemps gardé. Il sortit le médaillon de sa propre poche, la chaîne glissante entre ses doigts. Il le tenait dans sa paume, sentant son poids familier, le métal froid et lisse qui avait tant voyagé. La surface était polie par d'innombrables touchés, mais conservait sa patine d'ancienneté. Ses yeux se posèrent sur le portrait fané d'Héloïse, son visage doux et un peu mélancolique, ses traits adoucis par le temps et la mémoire. Il vit les détails qu'il avait manqués autrefois, la façon dont ses cheveux retombaient en boucles délicates, la légère inclinaison de sa tête. À côté du portrait, la fleur sauvage séchée, une petite touche de vie figée, semblait encore vibrer d'un écho de sa propre existence. La douleur pour Louis était toujours là, une ombre constante qui planait sur son cœur. Mais elle n'était plus la brûlure vive et insistante qui l'avait consumée. Elle s'était transformée en une tristesse tranquille, une mélancolie profonde, entrelacée d'une compréhension nouvelle des complexités de la vie, de l'amour et de la perte. Il avait vu la grandeur et la chute, la gloire et l'exil, la puissance et la vulnérabilité. Il avait compris que l'empereur, malgré les ravages qu'il avait causés, n'était pas simplement le monstre qu'il avait détesté. Il était aussi un homme, avec ses propres joies et ses propres chagrins, ses propres amours secrètes et ses propres regrets. Cette compréhension ne pardonnait pas la mort de Louis, mais elle la contextualisait, l'inscrivait dans un tableau plus vaste de l'existence humaine, où les destins s'entrecroisaient de manière imprévisible. Le poids de la haine s'était allégé, remplacé par une empathie inattendue, une acceptation des nuances de l'âme humaine. C'est à cet instant qu'il sut ce qu'il devait faire. La décision s'imposa à lui avec une clarté limpide, comme une évidence. Il ne devait pas garder le médaillon. Il appartenait ici, dans ce livre, dans ce lieu où il avait passé ses dernières années. Avec une délicatesse infinie, il replaça le médaillon dans l'atlas. Mais cette fois, il ne le cacha pas dans le même recoin secret. Il l'ouvrit à une page bien précise, une carte de la campagne française, riche en détails de rivières sinueuses, de forêts verdoyantes et de petits villages aux noms évocateurs. Ses doigts s'arrêtèrent sur une région qu'il imaginait être celle où Héloïse aurait pu vivre,
un petit village fictif qu'il avait créé dans son esprit pour elle, un lieu de paix et de simplicité. Il déposa le médaillon là, sur la carte, comme si Héloïse et Napoléon pouvaient ainsi se croiser, au moins symboliquement, sur la terre de France qu'ils avaient tous deux aimée, chacun à leur manière. Il referma le livre, le geste lent et délibéré, comme un sceau posé sur un pacte silencieux. Ce n'était pas un acte de pardon pour Waterloo, ni une absolution pour les souffrances passées. C'était un hommage silencieux, un geste de respect pour l'homme privé, le mari, l'amant, qui se cachait derrière la légende publique de l'empereur. Il savait que personne d'autre ne trouverait probablement le médaillon, ou n'en comprendrait la signification s'il le faisait. C'était son secret, et celui de l'empereur. Un secret partagé. Un lien ténu qui les unissait désormais au-delà de la mort, au-delà de l'histoire. Il laissa le livre sur l'étagère, sa mission accomplie, un sentiment de paix rare l'envahissant. Les semaines qui suivirent furent une période de transition étrange, un interlude entre la fin d'une ère et le début d'une autre. La maison de Longwood, bien que toujours sous l'œil vigilant des autorités britanniques, commençait à se vider de son aura impériale. L'autopsie fut menée avec une rigueur clinique, ses conclusions consignées dans des rapports minutieux. Le corps de Napoléon fut embaumé, un processus sombre et respectueux, et placé dans un cercueil fait de plusieurs couches de bois et de plomb, une carapace destinée à le protéger des outrages du temps et de la terre. Des dignitaires britanniques arrivèrent en grand nombre, des officiers supérieurs, des diplomates, des curieux, tous désireux d'assister à la fin du grand drame. Les préparatifs de l'enterrement se déroulaient avec une solennité mêlée d'une certaine hâte, comme si chacun souhaitait que cet épisode, aussi historique fût-il, se conclût rapidement. Antoine continuait ses tâches, aidant à démonter les restes de la vie impériale, emballant des objets, répertoriant des souvenirs, ses gestes empreints d'une mélancolie sereine. Il était un témoin silencieux de la désintégration progressive de ce qui avait été le monde de Napoléon. Enfin, le jour des funérailles arriva. Le ciel était bas et gris, lourd de nuages, comme une chape de plomb pesant sur l'île. Le vent, moins violent qu'au jour de la mort de l'empereur, soufflait néanmoins avec une persistance morne, faisant onduler les drapeaux britanniques en berne et frissonner les arbres rabougris. La procession funéraire serpenta à travers les paysages escarpés de l'île, un cortège solennel et poignant. Des soldats britanniques, leurs uniformes rouges et blancs tranchant sur le vert sombre de la végétation, formaient une haie d'honneur le long du chemin. Leurs baïonnettes reluisaient faiblement sous la lumière blafarde. Les chevaux, leurs sabots résonnant sourdement sur le chemin de terre, tiraient le char funèbre sur lequel reposait le cercueil, lourd et imposant, drapé d'un velours noir. Antoine se tenait à distance, légèrement en retrait de la foule des officiels et des dignitaires. Il avait choisi un point d'observation sur une petite élévation, d'où il pouvait embrasser du regard l'ensemble de la scène, sans y être directement mêlé. Il voyait le général Bertrand, le visage ravagé par le chagrin, les épaules voûtées, marchant juste derrière le cercueil, suivi de près par Montholon et les autres fidèles. Gourgaud, parti plus tôt, était absent. Une absence qui soulignait l'isolement de ses derniers compagnons. Les tambours roulaient d'un rythme lent et obsédant, une pulsation sourde qui semblait faire écho au battement de son propre cœur. Les trompettes sonnaient des airs funèbres, leurs notes mélancoliques s'élevant dans le ciel plombé, se mêlant aux gémissements du vent. C'était une cérémonie empreinte d'une gravité universelle. Un adieu à un homme dont la vie avait transcendé les frontières et les époques. En regardant le cortège s'éloigner vers la vallée du Géranium, le lieu choisi pour la sépulture, Antoine ressentit un profond sentiment de clôture. Non pas une joie, ni une libération exubérante, mais une paix intérieure, une sorte de quiétude qui s'était installée en lui au fil des dernières semaines. L'île, avec son isolement extrême, sa beauté sauvage et indomptée, ses falaises abruptes et ses vents incessants, avait longtemps été le miroir de sa propre solitude intérieure, le reflet de l'emprisonnement physique de Napoléon et de l'emprisonnement émotionnel d'Antoine. Mais maintenant, elle semblait lui offrir une promesse différente, non plus celle d'une prison, mais celle d'un point de départ, d'un lieu de transformation où les blessures avaient pu commencer à cicatriser. Quelques jours plus tard,
les autorités britanniques offrirent aux membres restants du personnel de l'empereur un passage de retour en France. La proposition fut acceptée avec un mélange d'empressement et de résignation. Antoine se retrouva bientôt sur le pont d'un navire, un trois-mâts robuste dont les voiles claquaient déjà sous la brise marine. Le bois du pont vibrait sous ses pieds, un léger tangage annonçant le mouvement de la mer. Le vent salé fouettait son visage, portant avec lui le parfum persistant de la terre humide de Sainte-Hélène et l'odeur âpre de l'océan. C'était une dernière caresse olfactive, une empreinte sensorielle qui resterait gravée dans sa mémoire comme le souvenir ultime de l'île. Il se tourna, son regard balayant l'horizon. La silhouette volcanique de Sainte-Hélène commençait déjà à s'estomper à l'arrière du navire, se réduisant à une tache sombre et indistincte à l'horizon. C'était une île qui avait servi de scène à un grand acte final, tragique et épique, la dernière page d'une légende vivante. Les falaises escarpées, les sommets nuageux, les plages de galets noirs, tout s'éloignait, s'estompait dans la brume marine, emportant avec lui les échos des rires et des pleurs, des ambitions et des regrets qui y avaient résonné. Il la regarda disparaître, sans tristesse, sans regret, mais avec une reconnaissance silencieuse pour ce qu'elle lui avait appris. Sa main glissa sur le tissu usé et effiloché de son uniforme. C'était le même uniforme qu'il portait depuis des années, un symbole de son service passé, de sa loyauté, mais aussi de son identité d'homme de l'empereur. Le tissu était rêche sous ses doigts, ses coutures fatiguées. Il le toucha une dernière fois, comme pour lui dire adieu, comme pour laisser derrière lui une part de ce qu'il avait été. Cet uniforme, comme le médaillon, était un lien avec un passé qui s'achevait enfin. Il ne savait pas ce qui l'attendait en France. Le pays qu'il avait quitté était différent de celui qu'il allait retrouver. Les Bourbons étaient de retour sur le trône, et la gloire impériale n'était plus qu'un souvenir, un sujet de conversation dans les salons et les tavernes. Il n'avait pas de fortune, pas de famille proche, pas de plan précis. Mais il portait en lui bien plus que la simple mémoire du sacrifice de son frère. Il emportait avec lui la révélation d'une humanité cachée, une compréhension tranquille du coût exorbitant de la gloire et de la vraie nature de l'homme qu'il avait indirectement servi. Il avait appris que le bien et le mal n'étaient pas toujours des absolus, que les héros pouvaient être imparfaits et les tyrans étonnamment humains. Il avait vu la complexité du destin, la fragilité de l'existence, la puissance de l'amour et la douleur de la perte. Il aspirait à la paix, une vie plus simple, loin des fracas de l'histoire et des tourments de la guerre. Il rêvait d'un petit lopin de terre, d'un travail honnête, de la tranquillité des jours. La clôture qu'il avait trouvée à Sainte-Hélène était un baume pour son âme, une promesse de sérénité. Alors que le navire fendait les vagues, laissant l'île de Sainte-Hélène s'effacer derrière eux, Antoine tourna son regard vers l'horizon ouvert, vaste et infini. C'était un symbole puissant, une toile vierge sur laquelle se dessinerait un avenir non encore écrit. Une vie enfin libre de l'ombre de l'aigle, mais enrichie par la profonde et inattendue leçon qu'il avait apprise sous son règne éphémère. Le vent lui soufflait au visage, non plus un lament, mais un souffle de promesse, un murmure d'espoir. Il se tenait là, droit, le cœur apaisé, prêt à affronter ce que l'avenir lui réservait. Un homme nouveau, forgé par le destin et la compréhension.